Salut, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la Q&A de Patreon. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a vraiment des gros reflets dans ces lunettes, mais je peux pas voir les questions en fait sur mon écran si j'ai pas mes lunettes. Donc voilà, je me suis un peu motivée pour vous, je filme cette fois-ci avec ma caméra, pas avec la webcam, j'espère que vous apprécierez un petit peu la différence. Voilà, on y va. Alors, c'est parti, vous m'avez posé beaucoup de questions. Salut, hello Amy, j'espère que tu vas bien. Quel livre de George Sand conseillerais-tu? Bonne journée. Alors, George Sand, je pense qu'on connaît tous plus ou moins La Mare au diable et La Petite Fadette. En tout cas, moi, c'est ces deux livres-là que j'avais dû lire dans mon parcours scolaire. Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué de George Sand. Je recommanderais L'Histoire de ma vie, en ce qui me concerne. Alors, là, beaucoup de questions. Comment vis-tu ta foi au quotidien, surtout en tant que personne non religieuse? Ça m'intéresse énormément parce que je ne suis pas du tout religieuse non plus, mais pas croyante. Et j'aimerais beaucoup avoir ton retour sur le sujet. Alors, comment je vis ma foi? C'est une question assez intéressante, mais c'est également un peu difficile en fait d'y répondre parce que c'est quelque chose d'assez difficile à décrire vu que c'est quand même très personnel, très intime et assez abstrait. C'est aussi difficile à décrire parce que c'est quelque chose qui m'est devenu très quotidien, très normal, et peut-être que des choses que je ne penserais même pas à décrire paraissent étranges aux gens. Ma foi, je la vis dans un rapport permanent avec ce que je considère être Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, même si c'est pas dans tout ce que je fais conscient, c'est conscient dans beaucoup de choses de ma vie quotidienne. J'ai toujours la pensée de le faire avec Dieu et pour Dieu et par Dieu. Je sais pas si c'est très clair. Et par exemple, lorsque je suis dans un bel endroit et que j'apprécie cette beauté, c'est un moment de foi pour moi. Lorsqu'il y a quelque chose de difficile pour moi, de triste ou de douloureux, c'est vrai que je me tourne également vers Dieu. Lorsqu'il y a un moment de doute, je me tourne vers Dieu en me disant que le doute est une partie naturelle de la vie, mais qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des choses qui nous échappent et avoir une sorte de confiance là-dedans. Donc c'est ma foi, je la vis aussi bien dans mes moments entre guillemets heureux que dans mes moments malheureux ou dans mes moments moins glorieux, on va dire. C'est à la fois quelque chose de conscient, une pensée, c'est-à-dire que oui, je prie. Alors comment je prie? Bon bah ça c'est assez personnel. C'est comme un dialogue intérieur, je pense. Je prie également dans des lieux de culte. Pardon, donc effectivement je ne suis pas religieuse, mais j'aime je me sens bien dans les églises, donc je vais prier dans des églises. C'est des pensées de tous les jours, c'est des actes que j'essaye de faire en mon âme et conscience et en respectant des valeurs qui me semblent être celles que Dieu voudrait que je suive. Donc voilà, c'est à la fois du conscient dans tout ça, c'est-à-dire des pensées, des rectifications de mon attitude, de mon comportement, et c'est à la fois de l'inconscient, c'est-à-dire que je pense que c'est devenu quelque chose de quotidien maintenant pour moi et de normal. Je me sens toujours accompagnée en fait par la présence de Dieu, et c'est vraiment bizarre en fait à expliquer, je trouve, et j'ai toujours le souci de Dieu. Voilà, c'est un peu bizarre. Que penses-tu de la viande in vitro? On m'en a beaucoup posé de questions à ce sujet-là. Personnellement, ça me pose énormément de problèmes parce que j'ai l'impression que ça perpétue quand même l'idée selon laquelle on peut faire tout ce qu'on veut, même si ça serait avec beaucoup moins d'animaux, que ça garde un petit côté malsain, je trouve, et qu'en plus c'est tout à fait inutile, cher et polluant. Et ce alors qu'on a déjà une solution toute simple et naturelle comme ils disent. Alors oui, je pense que ce serait effectivement idéal de pouvoir se passer des viandes in vitro pour arriver à un véganisme. Maintenant, le véganisme étant selon moi et l'antispécisme n'étant pas des doctrines qui se veulent parfaites mais qui ont un but bien concret, c'est-à-dire la libération des animaux et l'arrêt de l'exploitation animale, si ça doit en passer par des viandes in vitro, ça en passera par des viandes in vitro. Ce sera pour moi pas la solution idéale, mais ça ne me posera pas non plus un énorme problème de conscience parce que déjà je pense que ça ne sera pas le choix de la majorité. Je pense que c'est pas non plus un choix qui se pérennisera forcément dans le temps, mais ça pourrait être quelque chose de l'ordre de la transition. Et si c'est le prix à payer pour qu'on puisse arrêter vraiment de tuer et de manger des animaux et d'exploiter des animaux et qu'on puisse repenser notre rapport avec les autres êtres vivants, moi ça me va. Et la troisième question, c'est un peu plus compliqué, donc j'y répondrai dans une autre vidéo. Deuxième question qui me vient, que penses-tu de la vision du véganisme? Chacun fait ce qu'il veut de la chaîne Ep Colline dans sa dernière vidéo. Je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment énervée.
Enfin énervée, pas énervée contre Colline ou pas non plus énervée à jeter mon téléphone par terre, mais bon déjà je dois vous avouer que je regarde pas beaucoup les vidéos de Colline, elle a l'air d'être une personne très sympa et tout, mais bon c'est pas un contenu qui m'attire forcément. Et là j'ai juste cliqué dessus par pure curiosité en fait, et dès le début je me suis dit mais non quoi, enfin non, tu peux pas te poser en tant que végane et en tant qu'antispéciste et dire je m'en fous de ce que tu fais. À la limite que tu dises je ne me sens pas d'aller parler aux gens, je ne me sens pas d'aller entretenir des débats, je ne suis pas sûre de comment faire, j'ai pas encore trouvé une méthode qui me semble être la bonne. Bon bah voilà, ça pas des choses qui me... Enfin, ça me paraît pas être non plus extrêmement crédible comme positionnement dans un sens, mais je peux imaginer que pour certaines personnes c'est vraiment ça et c'est honnête et elles sont dans un processus. Mais quand tu dis en fait je m'en fous que tu tues des animaux, je m'en fous que tu ailles au cirque, je m'en fous que tu utilises des produits testés sur les animaux, ben en réalité ça veut dire que tu t'en fous des animaux. Donc au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter de vouloir à tout prix faire genre je tiens à préserver mes relations au-delà de nos divergences de valeurs, de nos divergences d'opinion, parce qu'une divergence d'opinion, c'est quoi? Une divergence d'opinion, c'est, je sais pas moi, c'est par exemple, est-ce qu'on devrait... est-ce que tu veux de la sauce tomate ou du pesto dans tes pâtes? C'est est-ce que la plage ou la mer ou la montagne c'est mieux? Si on va sur des choses un peu plus complexes, on peut s'imaginer, je ne sais pas moi, est-ce que... je sais pas, est-ce qu'on doit laisser les allocations familiales à telle ou telle base de revenus? Est-ce qu'on doit... Vous voyez, des choses qui ne mettent pas en danger la vie des autres ou qui sont pas sur des valeurs telles que la peine de mort, telles que le mariage gay, etc. Et en plus, ce qui me fait vraiment rire, c'est que ces personnes qui disent fais ce que tu veux, je m'en fous, je veux pas te donner des leçons de morale, elles tiendraient pas du tout ce genre de discours avec d'autres causes. C'est-à-dire que c'est bien facile de tenir ce genre de discours et ce genre de propos sur le véganisme. Je pense pas qu'elle dirait la même chose sur le féminisme. C'est-à-dire que je pense pas... Enfin, elle comme tous les autres, hein, je veux dire, je pense pas qu'il serait là en train de dire... Et c'est ce que j'avais essayé de faire comprendre en fait dans la première vidéo, dans la vidéo avec Esther et qui avait été très mal compris. C'est-à-dire que les gens disent je m'en fous que tu manges des animaux parce que après tout être vegan c'est juste mon choix personnel. Quand les gens disent moi je respecte les femmes, je veux que les femmes aient des droits, je veux que les femmes soient libres, je veux que les femmes soient protégées, ils vont pas te dire mais toi si t'as envie de battre ta femme, fais ce que tu veux. Toi si t'as envie d'empêcher tes enfants, ta fille d'aller à l'école, fais ce que tu veux. Toi si t'as envie d'empêcher ta femme de sortir toute seule parce qu'elle doit toujours sortir accompagnée, fais ce que tu veux. Personne ne dit ça, d'accord? Quand on est vraiment féministe. Parce que à un moment donné, on passe au-delà de j'ai pas envie de passer pour celle qui fait de la morale, parce qu'effectivement c'est de la morale. Et le fait que certaines personnes tiennent ce genre de discours juste avec le véganisme, en fait ça montre à quel point elles sont encore très 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 spécistes dans leur approche de la chose, à mon sens. Alors, quelqu'un m'a demandé de partager mon test de personnalité MBTI. Je suis, il me semble, INF J. Voilà. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton projet de thèse? Que voudrais-tu plus précisément analyser? Je crois que tu avais parlé d'un sujet sur le véganisme dans la littérature. Alors en fait mon projet de thèse de cœur vraiment c'était pas ça. Mon projet de cœur de thèse c'était vraiment de travailler sur la littérature égyptienne d'expression française et plutôt de travailler sur Georges Hénin et Joyce Mansour par exemple et d'analyser un petit peu la question de la tension dans leur écriture et de la tension multiple, c'est-à-dire la tension politique, la tension de l'identité parce qu'ils écrivent dans une langue qui n'est pas forcément la leur, etc. La tension au niveau du surréalisme, et donc la tension au niveau de la création littéraire, du renouveau, la tension au niveau de la sexualité, la tension au niveau de l'autorité, etc. J'avais vraiment envie de traiter de ça, et puis peut-être aussi de m'intéresser au langage là-dedans. Malheureusement, je ne trouve pas en fait vraiment de directeur ou de directrice de recherche qui colle à ça. Ou alors c'est vraiment des gens que je connais pas du tout. Et comme c'est extrêmement en fait difficile d'obtenir un contrat doctoral en lettres, je préfère prendre un autre sujet qui me plaît un peu moins, ou en tout cas que j'aurais pas forcément voulu faire en thèse, mais pour pouvoir avoir une directrice de recherche que je connais très bien, avec qui je m'entends très bien, à qui je fais extrêmement confiance et que j'admire énormément. Donc effectivement en thèse je pense repartir si possible, c'est pas du tout sûr hein, mais j'ai rendez-vous avec cette prof là en septembre justement pour en parler. J'aimerais repartir sur quelque chose qui tournerait autour du végétarisme dans la littérature au 19e siècle.
voir est-ce qu'on peut du coup élargir, pas élargir. J'avais fait mon premier mémoire sur ça, mais c'est dans la littérature européenne. Là j'aimerais potentiellement, en plus comme c'est en thèse, on n'est pas censé, enfin ça dépend des profs, ça dépend des... voilà. Mais peut-être que je pourrais pas traiter des textes qui sont dans une langue que je maîtrise pas en langue originale. Donc par exemple le russe qui était présent dans mon premier mémoire, je pourrais peut-être pas m'en servir. Et donc je pensais peut-être à élargir justement sur les États-Unis également. Et vraiment l'accès sur les luttes sociales. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui était présent dans mon premier mémoire de toute manière. Donc voilà, peut-être juste approfondir ce mémoire, aller beaucoup plus en profondeur, rechercher d'autres auteurs et inclure les États-Unis, ce qui permettrait également d'en faire quelque chose de plus profond. Et voir également avec ma prof si on peut faire 19e et 20e, enfin voilà, tout simplement, pas tout simplement. Salut Amy, d'abord merci pour toutes tes vidéos qui m'aident beaucoup pour m'informer et mieux affirmer mes convictions au quotidien. De rien, et merci pour ce message. Sinon concernant la FAQ, je me demandais comment tu répondais quand les gens de ton entourage, famille, amis, collègues te demandent si tu es en couple ou pas et veulent t'inciter à l'être même si tu n'en as pas envie. Mon père me saoule beaucoup à ce sujet, je le remets à sa place en lui disant que ce ne sont pas ses affaires, mais il continue. J'avoue que ça me blesse car j'ai l'impression de ne pas être assez pour lui en étant célibataire, comme s'il me fallait absolument être en couple pour être heureuse et complète. Alors pour être honnête, mes parents ne me posent pas ce genre de questions. Alors j'ai une famille relativement réduite, j'ai pas genre une pléthore de cousins, d'oncles et de tantes et une ribambelle de je sais pas trop quoi qui pourraient me saouler, on fait pas des gros dîners de famille, donc toutes ces choses que d'ailleurs je déteste, je les évite. J'en suis épargnée, mais au-delà de ça, mes parents, même ma grand-mère quand elle était avant d'avoir son AVC, enfin mon oncle et ma tante, personne ne me pose ces questions-là. C'est vraiment pas dans ma famille quelque chose, mais ma famille a toujours été en fait relativement... Je pense que c'est parce que déjà depuis toute petite, ils ont très vite compris ou senti entre guillemets que j'étais un petit peu différente et donc à tous les niveaux, je veux dire au niveau de mes engagements, au niveau de mes relations, au niveau de mes goûts, de mes valeurs, de mon caractère, etc. Donc je pense qu'ils le savent en fait depuis toujours et ils me mettent pas du tout la pression là-dessus. Donc c'est vrai que je reçois souvent en fait des messages de personnes qui me demandent comment gérer avec sa famille telle ou telle situation, mais en réalité je me suis toujours extrêmement affirmée dès un très jeune âge et je pense que ça a entre guillemets déjà détruit le peu de questions de ce genre que ma famille avait parce qu'ils en avaient déjà peu en fait dès le début. Donc c'est vrai que je suis désolée, je peux pas trop aider là-dessus parce que mes parents ne m'en parlent jamais. Pareil, ils savent très bien que je ne veux pas du tout d'enfants et ça n'a jamais été une question. Enfin, on n'a jamais parlé au-delà de je veux pas d'enfants à ok quoi. Donc je sais pas, si d'autres personnes ont en fait des conseils, n'hésitez pas. Moi tout ce que je te dirais peut-être c'est que déjà il faut accepter qu'on peut pas changer ses parents, enfin on peut pas vraiment changer grand monde en réalité, mais je comprends que la famille c'est une relation très particulière et qu'on n'a pas envie de faire des croix sur certaines choses et que se dire ce sujet-là va être sensible ou se dire effectivement mes parents sont décevants vis-à-vis de ça parce qu'ils ne me comprennent pas, se rendre compte qu'il y a vraiment des incompatibilités avec les membres de sa famille, ça peut être très douloureux mais c'est malheureusement je pense une leçon, enfin quelque chose qu'il faut vraiment accepter. Et après on en fait ce qu'on veut, hein, chacun est différent mais je pense qu'il faut l'accepter et au-delà de ça après je pense qu'il faut aussi s'affirmer mais vraiment entièrement et totalement, c'est-à-dire ne vraiment pas s'excuser et si on doit en remballer quelqu'un et envoyer balader quelqu'un, quand bien même c'est notre père ou notre mère, moi je le fais sans hésiter. Mais bon après voilà, c'est moi tout simplement. Deux autres questions qui me viennent. Pourquoi d'après toi la sexualité est si mal vue, voire niée dans notre société? Comment concilies-tu le fait de ne pas t'épiler et l'été? Par exemple, arrives-tu à sortir en ville en short ou jupe les jambes non épilées? Pourquoi d'après moi la sexualité est si mal vue, voire niée dans notre société? Je pense que c'est parce qu'on vit dans une société qui est hyper sexualisée et même au-delà de ça, enfin elle a toujours été de toute manière hyper sexualisée mais plutôt de différentes manières, voilà. Mais maintenant c'est une hypersexualisation très visible et voilà. Je pense aussi que c'est parce que la sexualité est perçue comme l'un des besoins fondamentaux de l'être humain et que donc ça constitue
notre humanité en quelque sorte. Je pense qu'il y a aussi le rapport à la création et à l'engendrement, avoir des enfants, je pense qu'il y a vraiment de ça. Et puis c'est cette question de plaisir et d'humanité. Et puis je pense aussi que d'un point de vue peut-être un peu plus psychanalytique, ou peut-être que là je vais un peu loin, mais je pense que la sexualité c'est quand même un moment où l'on est le moins à notre avantage, dans le sens où c'est un moment où l'on est le plus, alors attention, un gros guillemets, vous comprenez où je veux en venir, le plus animal possible. C'est un moment où il y a certaines choses qui s'expriment, c'est un moment où certaines valeurs, une conduite, une morale, peut-être même un respect de soi disparaissent dans un... de manière très schématique, hein. Il n'y a vraiment pas de jugement de valeur dans les mots que je pose là. Et il me semble que pour chaque individu, il y a une part de malaise avec la sexualité dans le... En tout cas, même inconsciente, je pense réellement. Je pense qu'il y a une part de malaise avec la sexualité dans le sens où l'on ne s'aime pas forcément dans la sexualité. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une part de honte dans la sexualité, il y a une part de brut, il y a une part oui, de non-humain bizarrement, de très humain parce que ça constitue un de nos besoins fondamentaux, et à la fois il y a quelque chose de très non-humain en tant que non civilisé, je pense. Et le fait de s'imaginer que des personnes puissent ne pas avoir ce bas instinct, je pense que ça renvoie également à quelque chose de négatif pour ceux qui l'ont, entre guillemets. Attention, hein, c'est pas moi qui pense que la sexualité c'est sale, etc. Mais je pense que inconsciemment et dans un truc psychanalytique, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour s'épiler, ça dépend en fait. À Paris, de toute manière, je ne porte jamais de short, jamais de trucs comme ça parce que je me sens pas du tout à l'aise, j'aime pas, il y a de la pollution, enfin je sais pas. À Toulon, ouais, bon, bah, vous savez où, vous savez quelle est ma ville dans le sud. Bon, ça reste entre nous, d'accord, pas sur YouTube. Oui, quand je retourne dans le sud, non, ça me pose aucun problème, je m'en fous totalement parce que je sais pas, c'est plus détendu, je me sens bien donc ça me pose pas de problème. Maintenant, alors oui, les aisselles, aucun problème, n'importe où, je m'en fous. Les jambes, je dois vous avouer que les jambes, j'ai toujours des problèmes. Je peux sortir en n'étant pas épilée, ça me pose pas de soucis, mais il y a des fois où quand même j'ai envie de m'épiler. Par exemple, quand je mets une robe et que vraiment je trouve que cette robe elle est jolie, en général, je vais m'épiler les jambes quand même. Ou en tout cas, pas épiler parfaitement, mais si mes poils sont vraiment longs, genre si je les ai vraiment laissés pousser, je vais peut-être les épiler, ouais. Et par contre, si je vois que voilà, juste c'est des repousses, ils sont pas comme ça, quoi, non, j'épile pas, je m'en fous. Pourrais-tu à l'occasion nous partager des musiques que tu aimes? Tes choix musicaux, notamment dans les vlogs, me bouleversent à chaque fois, merci. Alors, en réalité, bon déjà c'est gentil, mais la musique que j'écoute ressemble pas forcément à ce que je mets dans mes vlogs, donc je suis pas sûre que ça t'intéresserait forcément. Mais oui, pourquoi pas, j'aimerais bien, en fait, j'ai envie de partager un petit peu avec vous ce que j'écoute comme musique, mais j'ai pas trouvé le... J'aimerais le faire sur YouTube en fait pour partager avec beaucoup de gens, mais j'ai pas trouvé un format qui s'y prêterait vraiment, donc je sais pas trop. Coucou, je me demandais, mon portable a vibré, je sais pas où il est. Comment tu vivais le fait que tu sois une intellectuelle? Je veux dire par là qu'il est vrai, il me semble que tu l'as déjà dit qu'aujourd'hui le niveau intellectuel est médiocre. Et la curiosité pratiquement inexistante. Te sens-tu seule parfois? Personnellement, m'intéressant à la sociologie, à la philosophie et à la politique, étant une historienne du droit, je me sens parfois très frustrée car les gens ont peu de vraies connaissances, il n'y a que des avis et cette frustration est parfois difficile à vivre. Alors j'aurais aimé savoir comment toi tu gérais cela et selon toi pourquoi la société en est là, pourquoi le savoir n'intéresse pas. Bon, honnêtement je peux pas y répondre vraiment en détail, en profondeur dans une Q&A, mais pourquoi le savoir n'intéresse pas? Je pense que maintenant ce qui intéresse c'est le paraître et la possession. C'est à la fois peut-être quelque chose qui est naturel chez l'être humain, mais qui a été surtout très encouragé à mon sens par le capitalisme et aussi par nos soi-disant démocraties qui veulent un petit peu nous endormir, voire beaucoup. Et puis parce que le savoir c'est long, c'est fastidieux et c'est parfois humiliant dans le sens où on doit se rendre compte de nos lacunes. Et on vit dans une époque où l'ego est surdimensionné également et où on veut que tout soit fait très rapidement. Est-ce que je me sens seule parfois? Oui, très souvent. Après, je dois vous avouer que j'y réfléchis pas souvent en termes de... Enfin, je suis une intellectuelle. C'est plutôt les gens qui vont me renvoyer cette impression-là. C'est-à-dire que je vais entendre des discussions, je vais essayer d'y prendre part et je me rends compte que... Je sais pas, je me rends compte que les gens se disent...
qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, qu'il y a quelque chose qui... Enfin, c'est assez difficile à... C'est assez difficile parce qu'on peut pas dire je suis une intellectuelle ou je suis un intellectuel et donc je suis incompris parce que ça fait extrêmement prétentieux et puis parce que même moi au fond de moi je me le dis pas comme ça. Et en même temps je suis pas quelqu'un qui va aller rechercher des gens qui sont exactement... Je pars jamais... En fait déjà parce que je cherche pas de relations amicales ou autre je veux dire, mais je cherche jamais de relations. Moi ça marche pas quand je fais ça comme ça. C'est je veux rencontrer quelqu'un et hop ça clique. Et c'est dur de rencontrer quelqu'un et hop ça clique et quelqu'un qui s'intéresse peut-être exactement à ce qui vous intéresse, aux disciplines qui vous intéressent et qui le fait de façon sérieuse. Mais oui, je me sens très seule très souvent. Il y a des fois, il y a quelques fois où je suis obligée de taire certaines peut-être choses que je sais ou de pas employer certains mots. Parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise et d'être également moi mal à l'aise. C'est une question intéressante, hein, mais c'est délicat en fait à aborder. C'est vraiment délicat parce que j'ai pas envie d'être condescendante dans la manière dont j'en parle parce que c'est pas le sentiment que j'ai, mais je sais que ça peut vraiment paraître comme ça. Salut Amy, comme toi je serai enseignante à partir de septembre, félicitations, et je voulais savoir comment tu te prépares à cette rentrée, connais-tu déjà ton lieu d'affectation et les classes que tu auras en charge? Oui. Alors je vais pas vous dire mon lieu d'affectation, mais j'ai des quatrièmes. Alors un peu déçue, je voulais vraiment un lycée parce que j'aime pas les enfants. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? En général, en fait, de toute manière, c'est rare de commencer avec un lycée, surtout quand on a le CAFEP. Mais bon, c'est pas grave, j'ai des quatrièmes. Comment je m'y prépare? Bon, bah j'ai regardé un petit peu les exigences et les attentes du programme de quatrième. J'ai demandé un petit peu aux gens ce qu'ils avaient fait en quatrième. J'ai déjà une idée un petit peu des œuvres que je vais étudier, je pense. Et là, quand je vais redescendre chez moi dans le sud en août, je vais faire vraiment le programme, mais qui sera fortement susceptible de changer, étant donné que ça va aussi quand même dépendre de la classe que j'ai, de ce qu'ils aiment, etc. Donc on verra. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? Wow. Penses-tu que tu feras toujours des vidéos sur YouTube? Gros bisous et je te souhaite beaucoup de courage pour ta recherche d'appartement. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, je pense que dans 10 ans, je ferai toujours des vidéos sur YouTube. Alors attention, est-ce que si YouTube existe encore dans 10 ans, je pense que je ferai toujours des vidéos sur YouTube. En tout cas, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, je pense que je ferai toujours des vidéos et des podcasts. Et j'espère aussi avoir un blog à ce moment-là. Je pense vraiment continuer à créer du contenu pendant longtemps. Enfin, si les gens sont toujours intéressés, s'il y a toujours des gens pour le recevoir, partager, etc. À vrai dire, c'est une pensée que j'avais pas du tout il y a même juste un an de ça. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai envie, je crois, que mon activité en ligne, ma création de contenu, soit peut-être même mon activité principale. C'est pas que j'ai envie de faire que ça, mais j'ai envie que ce soit quelque chose de plus sérieux et j'ai envie que ce soit quelque chose émotionnellement de plus sérieux, intellectuellement de plus sérieux, que ça soit plus diversifié, que ce soit plus organisé, que ça me corresponde plus. Et je vais pas vous mentir, j'ai aussi envie que financièrement ce soit quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus conséquent pour me permettre de vivre en fait, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, parce que ça demande beaucoup de travail, et aussi parce qu'en fait je me rends compte, et c'est l'agrégation qui m'a permis de réaliser ça, que ce que j'ai envie de partager avec les connaissances que j'ai accumulées jusqu'à présent et les connaissances que je vais continuer d'accumuler, parce que je pense me réinscrire dans des masters par correspondance, parce que je vais aller à des colloques, à des conférences, à des journées d'études, etc. Enfin, je veux dire, je vais toujours continuer d'apprendre. En fait, je pense que je resterai toujours plus ou moins dans le milieu universitaire de toute manière. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas le partager en fait vraiment de la manière dont j'ai envie de le faire, de manière traditionnelle. Et Internet, c'est le moyen parfait de le faire en réalité. Tout ce qui m'intéresse sur la littérature et la littérature intersectionnelle, et sur les études de genre avec la littérature, et sur le véganisme et la littérature, et je peux pas le faire vraiment de la manière dont j'ai envie de le faire en classe. Et quand je le fais en classe, c'est que pour une classe, c'est une activité vraiment différente. Moi, j'ai envie de le faire pour plus de gens. Et donc Internet c'est le seul moyen, et en fait c'est le meilleur moyen de le faire. Sauf que très honnêtement c'est un travail tellement important, et mes podcasts c'est l'une des premières étapes de ce que j'ai envie de faire, que je peux pas le faire si financièrement en fait ça me permet pas de vivre aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, oui, je pense que dans 10 ans, je ferai toujours des vidéos et je créerai toujours du contenu et j'espère que ce sera quelque chose de beaucoup plus sérieux à tout point de vue. Voilà. Ton personnage féminin préféré en littérature? Waouh! Et masculin? Waouh! Et quels sont tes prénoms préférés? Mais c'est des questions extrêmement complexes, ça. Mes prénoms préférés, pour les filles, j'aime beaucoup Meredith et j'aime beaucoup Eulalie. Pour les garçons, malheureusement, j'aime beaucoup Olivier. Et j'aime beaucoup Gabriel. Mon personnage féminin préféré... Ah mais ça c'est trop difficile. Vraiment ça, je suis incapable de vous dire. Et mon personnage masculin préféré... Attendez, laissez-moi réfléchir 30 secondes. Ça, je suis désolée, mais ça c'est vraiment trop difficile, je pense pas. En fait, je sais même pas si j'ai vraiment des personnages préférés pour être honnête avec vous. Je suis pas sûre du tout même. Écoutez, je vais y réfléchir et je le posterai si je trouve, mais je suis même pas sûre d'en avoir. Est-ce que j'ai des conseils de lecture sur Budapest? Des lieux préférés à Budapest? Des guides sur Budapest? Alors non, j'ai pas de lecture sur Budapest. Je crois pas avoir jamais lu quoi que ce soit qui se passe à Budapest. Des endroits préférés à Budapest? Oui, j'en ai beaucoup. Il y a l'île... Comment elle s'appelle? Margaret? Peut-être que je suis en plein délire là. Mais bon, il y a l'île, d'ailleurs il n'y en a qu'une. Il y a l'île qui est au milieu là entre Buda et Pest, qui est vraiment très sympa. Un grand parc, c'est génial. J'aime beaucoup le cimetière qui est à côté de la gare. Il est super beau, super impressionnant et super calme. J'aime tout à Budapest en fait, donc des endroits préférés, pratiquement tout. J'aime aussi beaucoup le bastion du pêcheur, c'est super touristique mais bon c'est vraiment joli, il y a une super vue donc voilà. Je posterai ça peut-être plutôt par écrit pour toi. Donc Budapest, oui, plein d'endroits, c'est génial. Et des guides de Budapest, en fait j'avais posté plusieurs articles sur Budapest sur mon blog si jamais ça peut t'intéresser. Et j'ai aussi des vidéos sur Budapest sur YouTube si jamais ça peut t'intéresser. Salut Amy, je viens de recevoir mon programme pour ma L3 de lettres. À ma grande surprise, je vais étudier du Yukio Mishima. Oh, c'est génial. D'ailleurs, je serais super curieuse de voir à quoi ressemblent les cours. Donc si jamais c'est des cours que tu tapes à l'ordinateur ou des cours polycopiés, oui, polycopiés, si tu pouvais me les envoyer, ça m'intéresserait beaucoup. Je suis vraiment intéressée de voir quelle approche ta prof ou ton prof va avoir. De plus, l'une de mes enseignantes me recommande de lire des ouvrages tels que l'histoire littéraire de tel ou tel siècle. Est-ce vraiment nécessaire d'acheter des œuvres comme celle-ci ou faut-il seulement les parcourir vite fait? Honnêtement, je pense que c'est bien de les lire. Franchement. Parce que même à l'agrégation, je vais vous avouer, à l'oral, il y a un oral où ils m'ont posé une question, j'ai pas pu y répondre alors que c'était sur un gros classique. Et en fait, c'est parce que c'était le 16e siècle et que je ne connais pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, je connais le 16e siècle, mais genre je connais pas bien le 16e siècle parce que j'aime pas. Et je me suis jamais vraiment intéressée au 16e et je le regrette maintenant. On a été coupé parce que cette vidéo est super longue. Bon, parce qu'il y a beaucoup de questions. Allez, c'est pas grave. Alors, quelles sont tes autrices préférées et que penses-tu de la pensée freudienne qui inspire beaucoup de psy en France malgré ses aspects misogynes? Par exemple, quand il dit que la femme est inférieure et se construit sur l'envie du pénis et homophobe, l'homosexualité étant vue par Freud comme une maladie. Mes autrices féminines préférées, en réalité, si on parle de littérature, genre fiction et compagnie, dans les classiques, il n'y a pas tant que ça d'autrices qui sont vraiment féministes. Bon, j'aime beaucoup Nawal El Saadawi, j'en ai déjà parlé, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Audre Lorde, c'est vraiment une figure assez importante de la littérature féministe et queer également, même si c'est pas exactement ma tasse de thé, on va dire. George Sand, c'est quand même une autrice et elle est quand même féministe, ça il faut pas l'oublier. Mary Shelley, je dirais que pour moi elle correspond à cette description d'une autrice et d'une femme féministe, surtout au niveau de elle, de ce qu'elle dit, de ce qui se transparaît dans ses ouvrages, mais aussi quand on connaît son environnement familial. C'est un petit peu tout en réalité dans la littérature que j'aime. Après bien évidemment si on parle d'essais et si on parle de littérature au sens pas littérature belle etc, bien sûr qu'il y a d'autres autrices mais je pense que c'était pas la question. Pour la pensée freudienne qui inspire beaucoup de psy en France, en fait très honnêtement je pense pas que ce soit un problème tant que ça. C'est-à-dire que je pense qu'un bon psy ou une bonne école, alors je sais qu'il y a beaucoup
de psychologues qui n'aiment pas du tout Freud et qui n'aiment pas la psychanalyse et qui trouvent que c'est quelque chose qui est absolument basé sur rien. Je peux totalement le comprendre et honnêtement qu'ils pensent ça, je m'en fiche totalement, enfin je le vis pas comme une attaque, ça ne me fait absolument rien. Maintenant je pense que c'est des théories, des avancées, des propositions intéressantes, mais il y a à prendre et à laisser tout simplement. Je pense qu'il y a à prendre et à laisser, je pense qu'il y a aussi à réinterpréter, je pense qu'il y a à recontextualiser. Et c'est pareil pour tout le monde. Alors je dis pas, il y a bien évidemment des pensées, des théories qui sont un petit peu plus problématiques ou carrément plus problématiques que d'autres à la base, mais toutes nécessitent quand même une certaine forme de recontextualisation, réappropriation, réinterprétation, sans les dénaturer pour autant. Et il y a aussi des choses, on peut se dire effectivement ça n'a pas sa place, ça n'a plus sa place dans la vision des choses actuelles. Maintenant, je pense pas qu'il faille renier absolument Freud, à mon sens en tout cas, mais ça n'engage que moi. Honnêtement, là, sur ce coup, c'est totalement personnel. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses à totalement laisser de côté, ou des choses à repenser, ou peut-être réarticuler différemment. Coucou, ma question est la suivante. Regardes-tu des films? Oui. Quel style aimes-tu? Peut-être en aurais-tu à nous conseiller? Oui, je regarde beaucoup de films en fait. J'aime beaucoup le cinéma. Mais le truc c'est que je suis assez difficile je crois en film et il n'y en a pas énormément que j'aime. Récemment, qu'est-ce que j'ai regardé comme film? Récemment j'ai vu Nos qui était pas mal. Mais mes films préférés... Bah, je ferai une vidéo sur mes films préférés avec un peu plus de détails sur ma chaîne YouTube, mais pour vous donner une idée, par exemple, certains de mes films préférés c'est The Shining, Before Sunrise, Mysterious Skin. Attention, Mysterious Skin, c'est pas le film avec Scarlett Johansson, ça c'est autre chose. J'aime aussi beaucoup Le Cercle des Poètes Disparus, The Dead Poets Society. J'aime beaucoup The Angry Inch. J'aime beaucoup... J'ai beaucoup aimé Captain Fantastic, je crois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, une petite sélection approximative comme ça. Et j'aime beaucoup American Beauty aussi. Donc voilà, je suis plutôt, en général, j'aime pas trop les films français déjà. Et j'aime bien les films qui sont plutôt des années 80-90. Coucou, j'aimerais savoir quel est ton rapport à l'absurde par rapport à ce sentiment en général ou pourquoi pas ces différents aspects abordés par Camus, le détachement dans l'étranger, l'unité du mal sur Terre et sa possible résurgence à chaque instant dans la peste, mais aussi chez Ionesco par exemple. Oh mon dieu, Ionesco. Qu'est-ce qu'être humain quand tous sont rhinocéros? J'ai l'impression que ce sujet pourrait te toucher bien qu'absent, il me semble, de ta chaîne. Merci pour tes vidéos, la dernière d'où parle-t-on m'a profondément touchée. De rien. Alors... je suis pas une grande fan de l'absurde. Pour être honnête, ma première rencontre avec l'absurde, je pense que ça a été en seconde, où justement j'ai lu Rhinocéros de Ionesco et j'ai été totalement réfractaire. Genre totalement non, pas du tout, ça ne passera pas par moi. Ensuite en première ou en terminale, je ne me souviens plus, je crois que c'était en première, j'ai lu Fin de partie de Beckett et là je me suis dit où suis-je? Que suis-je en train de lire? Et effectivement, j'ai lu L'étranger, mais alors L'étranger, je me souviens plus du tout quand je l'ai lu. Et c'est pas des œuvres qui m'ont marqué, c'est pas du tout un courant qui m'a marqué en fait, c'est pas un courant auquel je pense souvent, c'est pas des œuvres vers lesquelles je reviens. Et maintenant, ayant étudié un peu plus la littérature, etc., effectivement, je reconnais que c'est des mouvements et des œuvres importantes. Et je comprends beaucoup plus l'intérêt aussi bien intellectuel qu'artistique qui s'y retrouve, mais ça ne me touche vraiment pas. Alors je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment, l'absurde, surtout chez Camus, j'ai l'impression que ça touche beaucoup de gens, et l'existentialisme aussi chez Sartre par exemple, mais ces deux mouvements, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, hein, mais ces deux mouvements qui ne m'ont jamais intéressée, qui m'ont jamais touchée en fait. L'absurde, c'est pas la manière que j'ai de voir le monde en fait, pas du tout. Je ne sais pas si ça s'explique parce que je suis croyante et parce que j'ai vraiment cette sensation de progression et d'une raison derrière les choses et d'une avancée qui serait pas cyclique en fait forcément. Je sais pas, mais en tout cas c'est pas ma manière à moi de m'exprimer, c'est pas ma manière à moi de ressentir les choses et du coup c'est vrai que c'est pas un mouvement qui m'intéresse et qui me touche. Désolée.
Bonjour Amy, je suis toute nouvelle sur Patreon, alors voici ma question. Quelles sont tes astuces pour travailler? J'en reviens juste à l'absurde, mais moi je serais très intéressée de savoir ce que vous pensez de l'absurde et si ça vous plaît, pourquoi ça vous plaît par contre. Quelles sont tes astuces pour travailler efficacement depuis chez soi? J'aime mon travail prof, mais j'ai beaucoup de mal à me motiver à travailler quand je suis chez moi. Ah. As-tu une routine, des conseils ou des choses que tu mets en place pour te motiver à travailler et surtout rester concentré? Pas vraiment. Alors, si, mais bon, c'est pas très intéressant, hein, c'est vraiment très prosaïque. Je dois me laver. Bon, déjà, en général, j'adore me laver. Je suis une personne un petit peu obsédée par le ménage et se laver, mais moi, tant que je me suis pas lavée, c'est dur. Donc, je me lève, je bois de l'eau. Déjà, si je bois beaucoup d'eau, je sais pas pourquoi, mais je me sens beaucoup mieux. Enfin, si, c'est pour se réhydrater, c'est pas. Mais voilà, à la limite, se lever, boire beaucoup d'eau, aller se laver tout de suite, ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, c'est vraiment c'est obligatoire chez moi. Ouvrir les fenêtres, avoir un espace qui est relativement dédié au travail. Alors je te dis ça, mais moi je travaille toujours de mon lit quasiment, alors que j'ai une table, un canapé, enfin bon bref. Donc avoir une certaine hygiène, j'ai l'impression de vie dans le sens où voilà, la nuit est finie, on s'est lavé, on est habillé, même si c'est que des habits d'intérieur, les fenêtres sont ouvertes, il y a de l'air frais. Sortir du lit, se mettre sur un cadre qui serait relativement de travail. Et puis il y a tout simplement les applications qui te permettent de bloquer les trucs, enfin tout sur ton téléphone ou sur ton ordinateur tant que t'as pas passé 1 heure ou 1 h 30, c'est toi qui gères ça de travail. J'ai l'impression qu'en fait c'est pas si difficile que ça, c'est genre les premières 20 minutes qui sont un petit peu difficiles. Et en tout cas pour moi, une fois que j'ai passé les 20 premières minutes quand je fais quelque chose, après je suis vraiment dans cette dynamique là et puis je réfléchis même plus à ce que je suis en train de faire, très honnêtement. Bon, il y a la méthode Pomodoro qui apparemment marche très bien pour certaines personnes. Moi, je suis pas très organisée, donc c'est vrai que c'est pas trop comme ça. C'est plutôt d'un coup, je vais travailler 1 heure et puis peut-être faire une pause de 10 minutes et encore 2 heures si c'est un jour où c'est vraiment bien. Et peut-être que le lendemain, en fait, bah, je travaillerai rien du tout. Mais bon, j'aurais déjà tout fait la veille, donc c'est pas trop un problème. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Mais bon, il y a aussi tout simplement une question de discipline. Au contraire, moi, j'aime beaucoup travailler chez moi. Je ne travaille jamais en dehors de chez moi. Je déteste parce que dehors, je me sens pas bien, ça m'angoisse. Non, chez moi je me sens très bien, je me mets de la musique classique en fond ou de la musique spéciale de concentration. Jamais une musique avec des paroles parce que sinon j'arrive pas à me concentrer et puis voilà. Coucou Amy, conseillerais-tu davantage de consulter un psychologue ou un psychiatre? Aurais-tu des conseils pour trouver la bonne personne? Alors, malheureusement non, pas de conseils pour trouver la bonne personne parce que en fait, les psys, malheureusement, t'as accès à rien du tout. De manière, tu n'as accès à rien même quand tu connais ton psy, dans le sens ça fait... Enfin, après avoir passé 6 ans avec ma psy en thérapie, je ne sais rien de ma psy quasiment, à part qu'elle est partie en vacances aux États-Unis, à part qu'elle a un petit garçon, à part qu'elle a fait du théâtre avant, qu'elle s'intéresse à la nourriture végétalienne. Voilà, et qu'elle soutient Sea Shepherd par exemple, mais je ne connais rien d'elle. Et quand j'ai été la voir, je ne connaissais rien d'elle, de ses pratiques, de sa manière de faire. C'est extrêmement difficile en fait de trouver un bon docteur en général et encore plus un psy parce que le relationnel est extrêmement important. Malheureusement, il faut juste les essayer entre guillemets et voir ce qui nous convient. Je conseillerais ni de consulter plus un psychologue ou un psychiatre parce que ça dépend vraiment de toi, de ta situation. Si c'est une angoisse, si c'est un trouble plutôt du comportement, si c'est un psychologue peut très bien correspondre pour le début et un psychologue comportementaliste peut aussi très très bien correspondre, bien plus qu'un psychiatre par exemple, mais si c'est une maladie du style une dépression, il est possible que pour ta dépression, pour la forme de ta dépression, tu aies besoin de médicaments et donc ce sera un psychiatre. Si c'est de la bipolarité, pareil. Enfin, là, je peux pas conseiller du tout. En fait, ça dépend vraiment de ta situation, de ta condition et de ce dont tu souffres, entre guillemets. Salut Amy, pourrais-tu nous parler brièvement de tes derniers voyages, en particulier d'Istanbul? J'ai cru comprendre que cette ville t'avait marqué. Quelques conseils, astuces et ressentis sur le fait de voyager seule. Je vais pas m'étendre là-dessus, je suis désolée, mais je vais faire une vidéo entièrement dédiée à voyager seule, avec mes conseils à moi, et puis une deuxième vidéo avec vos questions et j'y répondrai le plus en détail possible. Pour parler brièvement des voyages, oui non, ça a été un moment assez génial, qui a été bien trop rapide et bien trop court. J'ai adoré Istanbul, effectivement. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses à Paris qui me manquaient énormément, que j'étais pas forcément heureuse de vivre à Paris. Enfin, c'est très étrange Paris, la relation que j'ai avec Paris. Et plus que jamais, ça m'a quand même donné envie de voyager sur du long terme. Mais je ferai des vidéos et je posterai aussi sur mon blog. J'espère reprendre un blog un jour. Voilà. Salut Amy, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. De rien. Il me semble que tu avais écrit un mémoire sur le véganisme. Peut-on le lire? Comment? Que donnes-tu à manger à ton chat?
Quel est l'objectif final pour les animaux selon toi? Est-ce l'abolition de l'exploitation ou penses-tu qu'on devrait pouvoir faire d'autres choses, qu'on pourrait ou devrait faire d'autres choses après? Oui, on peut le lire. Comment normalement, je pense que pour certains d'entre vous, j'ai vos adresses mail. En cas, si vous voulez le lire, envoyez juste à moi un message privé sur Patreon avec votre adresse mail et je vous l'enverrai. Ce n'est pas mon chat, enfin c'est mon chat, enfin déjà c'est pas mon chat, mais effectivement c'est mon chat, mais c'est ma mère qui s'en occupe et elle lui donne à manger pas vegan. Je pense que les chats ne peuvent pas manger vegan et c'est pour ça que je n'ai pas de chat moi présentement et c'est pour ça que je pense que les chats ne doivent pas être des animaux de compagnie. Quel est l'objectif final pour les animaux? Oui, je pense que c'est la libération et l'exploitation. Après, effectivement, moi personnellement, je pense qu'il est possible de continuer à maintenir de très bonnes relations avec les animaux et je pense qu'il faudrait vraiment développer la recherche sur les animaux, sur leurs capacités intellectuelles et cognitives. Donc ce serait peut-être un petit peu l'aboutissement. Je pense que l'aboutissement ce serait une réelle reconsidération, c'est-à-dire qu'au-delà de cet arrêt de l'exploitation, il faudrait qu'on puisse arriver à analyser cette altérité animale, enfin ces altérités plutôt animales, d'une manière qui nous fasse grandir en tant qu'être humain et qui nous permette également de mieux les connaître et de les apprécier comme vraiment des compagnons sur cette terre. Mais l'arrêt de l'exploitation, c'est déjà amplement incroyable. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est une très très longue Q&A. Merci pour vos questions qui sont toujours super intéressantes. Merci pour votre soutien. Je tiens vraiment à vous remercier infiniment et du fond du cœur parce qu'en plus, j'ai eu les écrits, j'ai eu les oraux, je suis partie en voyage, je recherche un appartement donc je suis extrêmement débordée et je sais que je suis en retard sur certaines choses que je dois vous envoyer et partager avec vous. J'en suis vraiment vraiment désolée et je suis très émue et très touchée vraiment et reconnaissante de votre compréhension. Je vous assure que à partir de août et jusqu'à voilà, tout sera beaucoup plus en ordre, tout sera beaucoup plus réglé, beaucoup plus organisé et je vous remercie infiniment. Voilà. Merci de comprendre cela et de rester avec moi dans ces moments un petit peu difficiles et très stressants. Ça compte beaucoup, honnêtement. Voilà, j'espère que vous allez très bien et je vous dis à la prochaine.